Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'était il y a 10 mois, le 24 février, la Russie lançait une offensive armée contre l'Ukraine. Depuis, la guerre fait rage, poussant des millions de personnes à l'exil, et parmi elles, 90% sont des femmes et des enfants, les hommes ayant été enrôlés dans l'armée. Mais ce qu'on oublie souvent de signaler, c'est que de nombreuses femmes sont restées aussi dans le pays et participent activement à l'effort de guerre. Certaines travaillent dans les hôpitaux, d'autres dans l'aide humanitaire ou la politique, mais un grand nombre d'entre elles ont également pris les armes et combattent en première ligne, faisant de l'armée ukrainienne l'une des plus féminines au monde. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Dans notre émission ce soir, nous allons rendre hommage à ces femmes ukrainiennes, parler de leur rôle dans la guerre, parler aussi des violences sexuelles qu'elles subissent et envisager la future reconstruction du pays. Et puis, on va parler sororité aussi avec nos deux invités. Alors déjà, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Agatha Arashkevitz, vous êtes présidente de l'association Elles sans frontières, chercheuse en littérature, également affiliée au laboratoire d'études de genre et des sexualités à Paris 8, collaboratrice scientifique à l'ULB. Alors peut-être un mot tout d'abord sur cette association Elles sans frontières. Quel est son objectif ? Elles sans frontières, c'est une organisation qui est à la base constituée en sein, on va dire, de la diaspora polonaise en Belgique, mais qui a dans le but, dans la perspective de travailler dans une manière transnationale pour promouvoir les droits des femmes. Comme il y a une forte diaspora polonaise en Belgique, on s'est dit que ce serait très bien de porter certains sujets, de porter certains postulats et de discuter autour de ça chaque année. Donc depuis 8 ans, on organise le Congrès des femmes polonaises à Bruxelles, mais on s'appuie pour on fait un effort, une traduction simultanée, donc pour faire un événement qui est belge et qui est transnational avec des traductions simultanées qu'on essaye de fournir. Eh bien, on va en parler hein. Et aussi avec Anna Kiena qui est donc en studio aussi. Bonsoir. Vous êtes membre donc active de cette association Elles sans frontières et l'une des organisatrices donc de ce congrès des femmes polonaises, congrès qui s'est consacré cette année aux femmes ukrainiennes. Alors pourquoi cette thématique ? Pourquoi vous vous êtes dit que vous vouliez mettre les femmes ukrainiennes en avant ? Donc, on a déjà la sororité en cœur depuis le début de nos actions au sein de notre association Elles sans frontières. Mais cette année, le sujet s'imposait tout seul. Malheureusement, c'est comme ça que le monde a tourné et on s'est dit tout de suite, au printemps, une fois le Covid passé, on va essayer de rendre hommage à ces femmes courageuses qui font des efforts incroyables au niveau quotidien, mais aussi de rendre hommage à leurs efforts féministes. Parce qu'on a vu que l'Ukraine se trouvait sur une voie féministe accélérée. Et comme Agatha disait plusieurs fois pendant les congrès, on a notre exemple polonais dans la tête. On ne veut pas qu'elle atterrisse au même niveau politique et social que les femmes polonaises après les grands changements de Solidarność. Ouais. Ça veut dire que pour vous, ces femmes ukrainiennes, c'est vraiment une source d'inspiration pour vous en tant que femme, pour vous en tant que polonaise, mais même plus largement, ça peut inspirer toutes les femmes à travers le monde, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et moi, je voulais ajouter que justement, février cette année, c'était un février très marquant, un moment historique. C'est que la guerre en Ukraine, elle dure déjà depuis 8 ans. C'est pas le début de la guerre, mais c'est la deuxième phase de l'agression impérialiste, on va dire, de la Russie contre l'Ukraine, qui s'est avérée tellement encombrant, tellement sanglant et tellement anachronique aussi, on a envie de dire. Et moi, j'ai envie aussi de me référer à mes recherches. Justement, au mois de mars, je devais préparer une conférence ici à ULB. J'étais invitée par la responsable de la chaire des études polonaises, professeure Dorota Walczak, de parler du féminisme de l'Europe centrale. Et alors, je me suis consacrée de parler, de regarder un petit peu du côté de l'Ukraine, comment ça se présente. Alors, en regardant bien, en lisant bien les textes,
par exemple, des chercheuses, des observatrices de ce qui se passe en Ukraine, on pouvait tout de suite comprendre que paradoxalement, peut-être, dans la première fois dans l'histoire, la guerre accélère le processus féministe politique qui est déjà en place en Ukraine. Cela veut dire que plusieurs changements qui ont été beaucoup plus lents, qui ont pris beaucoup plus de temps, se sont complètement accélérés, puisque à partir du conflit au Donbass, les femmes ont commencé à participer activement dans l'armée, mais aussi dans la vie politique, en prononçant des postulats ouvertement féministes. La société a changé, le climat a changé, la mentalité a changé. Donc la preuve, c'est que l'Ukraine a accepté la Convention Istanbul contre la violence domestique. Elle l'a ratifiée en juillet dernier. Voilà. Donc en plein conflit, l'Ukraine a ratifié cette convention, effectivement, sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. C'est assez marquant. Hein. On a eu un commissaire pour l'égalité de genre, Katerina Levchenko, qui a accepté aussi de venir à un débat qu'on a organisé en premier avant le Congrès au Parlement européen. Et elle a bien soutenu justement cette thèse que c'était vraiment la volonté de l'État d'Ukraine de donner aux femmes en Ukraine la même protection qu'elles puissent aussi avoir en étant des réfugiés dans les autres pays européens. Que c'était un argument qui était très valable, très lourd, pour s'opposer aussi à la Russie, pour laquelle la violence entre les femmes est neutralisée, pour laquelle la violence des femmes, pour le putinisme, pour le Poutine, la violence des femmes fait partie du monde naturel tel qu'il est. C'est vraiment la vision très anachronique, voire très idéologique, rétro-anachronique, préparée spécialement pour prononcer vraiment l'état terroriste, l'état de violence, aussi violence faite aux femmes, qui est d'ailleurs devenue la vraie violence sexuelle pendant la guerre. Donc c'est pas anodin, tout est très lié en fait. Anna Kiena, donc vous avez fait venir de nombreuses femmes ukrainiennes à ce congrès donc, qui s'est déroulé il y a 2 semaines à Bruxelles. Des femmes ukrainiennes qui vivent toujours en Ukraine pour la plupart. Qu'est-ce qu'elles racontent de leur vie sur place? À quoi ressemble leur quotidien aujourd'hui? Quand on commençait les préparatifs pour notre congrès, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne sait pas grand-chose du monde littéraire, intellectuel, politique ukrainien, même si c'est l'un des pays les plus grands en Europe. Donc, on a eu la grande chance de faire recours à une professeure de l'université de Wrocław, Agnieszka Matusiak, une chercheuse en littérature, qui nous a aidé beaucoup, énormément, à trouver les noms les plus marquants du monde intellectuel, politique, féministe actuelle en Ukraine. Et on s'est rendu compte que ce monde est d'une part inconnu, mais d'un autre part très avancé du point de vue féministe, disons, comme Agatha elle dit. Donc déjà, une jeune metteuse en scène, Olena Apchel, qui est une artiste reconnue, une artiste de Kharkiv, qui maintenant lutte avec une arme dans l'armée, qui nous a raconté des choses sur la présence des femmes en armée. Donc, c'est déjà 30% de l'armée, ce sont des femmes. Oui. Après, Alexandra Hryzak, une sociologue de l'université aux États-Unis, qui m'a dit dans le couloir qu'elle attendait toute sa vie à dire les choses sur le rapport entre la Russie et l'Ukraine. C'était un moment très, très fort pour moi parce que je me suis rendu compte que moi aussi, je vis cette vie. Et ça passe quelque part à côté. Mais d'un autre mode, c'est toujours là. C'est toujours là. Le menace est toujours là. Donc, si elle nous raconte que cela dure depuis des années, les tentatives de Russie de détruire l'état de loi en Ukraine, on se pense où on est, où sommes-nous. Et c'était très émouvant, très émotionnel de voir ces femmes, parfois même plus âgées que nous, venir avec cette volonté de partager leur expérience et d'un autre côté de rester forte, indépendante, et décider à ne pas céder, et que la Russie, que cette guerre, c'est un mal incarné et il faut être unis dans ce combat et que l'Europe doit rester unie.
Oui, Agatha. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que on s'est rendu compte en pouvant inviter nos interlocutrices ukrainiennes, parce qu'on s'est donné beaucoup d'efforts d'inviter vraiment la scène intellectuelle et artistique ukrainienne pertinente, émergente, donc les représentantes de cette scène. Et donc, on a eu des activistes, des chercheuses qui sont dans le milieu académique, qui sont dans le milieu de la loi, qui travaillent sur, par exemple, des normes pour appliquer la Convention Istanbul, comme Christina Kitt, dont je parle maintenant précisément, qu'elle nous a donné un grand discours. Pourquoi est-ce que l'appui des institutions européennes est important pour pouvoir bien mener ces processus en Ukraine? Et que la guerre, c'est toujours une certaine menace de rétablir patriarcat ou alors le nationalisme qui peut être très difficile dans cette partie de l'Europe. Et en même temps, Anya a parlé du professeur Agnieszka Matusiak, donc, qui fait un grand travail sur la littérature, surtout, et qui nous montre la nouvelle Ukraine décoloniale et féministe, puisque ça se passe beaucoup par la langue et par la culture, donc la langue ukrainienne. On a pu aussi inviter professeur Larissa Masenko, qui est donc une professeure émérite aujourd'hui, et qui est une grande défenseuse, on va dire, elle défend beaucoup la langue ukrainienne contre justement la perspective coloniale, culturelle de la Russie. Elle a parlé de ça au Parlement européen. Pourquoi est-ce que cette importance donnée à la langue ukrainienne a aussi une dimension importante dans cette guerre, et comment est-ce que les influences de la culture russe depuis le chute du mur de Berlin ou la table ronde en Pologne ont été dévastatrices au niveau pas seulement des institutions de loi ou au niveau politique dans le pays, mais aussi au niveau culturel et mental. Oksana Zabushko, donc une grande écrivaine ukrainienne, parlait des influences culturelles qui venaient avec des propositions en langue russe sur le marché, par exemple, des magazines pour des femmes en Ukraine, qui préparaient tout le temps, présentaient une certaine version de féminine mystique, de féminité mystifiée, pour promouvoir justement un certain idéal d'une femme complètement subordonnée aux hommes, voilà, qui devient son icône, qui devient son inspiration, mais qui doit rester faible, belle, et qui doit avoir le bel parfum à la maison, qui va donner le bel parfum à la maison. Et donc, on a bien compris que cette lutte-là, c'est la guerre, c'est vraiment le but final, on va dire, c'est le moment final d'un grand processus qui, en Ukraine, se passe depuis longtemps, et que l'Ukraine résiste, et résiste beaucoup aussi avec un effort des femmes conscientes, des féministes, et donc l'engagement des femmes dans l'armée. Incarne aussi, comme disait Irina Slavinska, par exemple, une grande journaliste de Kiev qu'on a invitée. Cette présence des femmes incarne vraiment la tradition féministe très profonde dans le pays. Mais je vais vous couper parce que justement, Irina Slavinska, on l'a rencontrée à ce congrès. Donc elle est journaliste, elle est écrivaine. Elle est venue donc en Belgique pour assister à cette rencontre, mais elle est ensuite rentrée en Ukraine, donc où elle vit toujours aujourd'hui. Et elle nous parle de ces femmes ukrainiennes qui combattent dans l'armée. On l'écoute. Les femmes qui se trouvent sur le front, donc qui se combattent juste sur la première ligne de front. Il y a aussi les femmes, par exemple, qui travaillent sur les postes dans les bureaux militaires, qui travaillent au sein des forces militaires ukrainiennes, mais sans armes dans leurs mains. Et donc, normalement, selon les chiffres qu'on publie d'une manière officielle, ce sont presque 60 000 femmes au sein des forces militaires ukrainiennes, ce qui transforme l'armée ukrainienne en armée, à une des armées avec le taux très élevé des femmes, si on compare avec l'armée française ou belgique, par exemple. Oui, on est à près de 15%, c'est ça ? 15, 16, 17, il y a quand même les chiffres différents, mais en gros, on voit quand même une grande partie des femmes qui sont présentes.
Alors ici, avec l'invasion russe en février, est-ce qu'on a senti de plus en plus de femmes qui se sont portées volontaires? Oui, c'est le fruit direct de ce qui s'est passé en 2014, après le début de l'occupation russe en Crimée et à Donbass. C'est là où la guerre a commencé. Et il y avait déjà pas mal de femmes qui ont pris cette décision d'aller se combattre pour protéger l'Ukraine. Et leur combat, leur trajectoire et leur parcours dans l'armée ukrainienne, c'est quelque chose qui a créé le contexte pour les femmes en 2022 pour devenir soldats ou officières cette année-là. Donc cet échange entre les femmes parties faire la guerre il y a 8 ans a créé le contexte pour les femmes de 2022 pour faire la même décision. Il y a aussi une tradition finalement féministe de s'engager en fait militairement, on va dire, en Ukraine. Oui, c'est une tradition qui date de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a plusieurs groupes féministes ukrainiens qui ont été créés à cette époque-là. Bien sûr, elles n'utilisaient pas d'un mot de féminisme, mais du coup, il s'agissait des droits de femmes. Il y avait les cercles qui travaillaient, qui se combattaient pour le droit à l'éducation féminine, surtout l'éducation en ukrainien. Il y avait celles qui travaillaient pour le droit d'avoir un métier pour les femmes. Il y avait celles qui travaillaient surtout dans les milieux, dans les cercles littéraires. Donc il y avait plusieurs différents visages du féministe ukrainien de la fin de la 19e siècle. Mais tout ça, ça crée le contexte pour les premières femmes soldats. Par exemple, celles qui ont pris part dans la Première Guerre mondiale, qui ont continué cette carrière militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc nos ancêtres, nos mères féministes ont joué un rôle très important dans le contexte actuel. Alors, j'ai envie de vous faire réagir et notamment sur le fait que, voilà, on voit que les femmes, elles ont une place de plus en plus importante dans l'armée et vous disiez tout à l'heure que parfois les conflits faisaient quand même avancer certains droits et à ce congrès, vous avez invité notamment Elisa Kovalenka, qui est réalisatrice, qui avait fait un documentaire déjà en 2015 sur l'implication des femmes et sur son expérience de femme dans l'armée ukrainienne, et elle disait qu'à l'époque, les femmes devaient prouver qu'elles étaient vraiment des vraies combattantes, mais aujourd'hui elles occupent des grades plus hauts dans l'armée, elles sont vraiment respectées et il y a même une loi qui lutte aujourd'hui contre les discriminations dans l'armée. Donc finalement le rôle des femmes a progressé aussi au sein même de l'armée. Oui, même au niveau des combinaisons, elle a dit qu'en 2014 c'était très difficile de s'habiller autant que dans l'armée parce que c'était pas adapté aux besoins des femmes. Elle en a parlé avec beaucoup d'humeur, c'est pour ça que je me permets d'en parler aussi. Mais c'est vrai que le jour des défenseurs d'Ukraine a changé le nom. C'était maintenant, la façon dont on parle, c'est inclusif, c'est-à-dire c'est pas que les hommes. Je me souviens plus comment ça se disait avant le octobre 2022, mais le président a changé le nom exprès parce que justement la société a remarqué que le taux de participation des femmes, des membres des sociétés LGBT+, a progressé et maintenant, même dans l'armée, qui est par tradition une organisation plutôt machiste, on évite le vocabulaire qui pourrait faire mal aux personnes qui justement sont là pour combattre dans notre nom. Et Olena Apchel, elle m'a dit, c'est difficile de faire des blagues de quelqu'un qui s'engage pour vous. Donc, c'est un processus mental, c'est un processus au niveau personnel, mais après au niveau du pays, de la nation. C'est marquant quand même. Et c'est unique dans l'histoire. Il faut dire que Elisa Kovalenko, elle a fait ce documentaire qui s'appelle Alice in Wonderland et finalement, au début, elle est allée filmer la guerre en tant qu'une réalisatrice et c'est après qu'elle a décidé de devenir une soldate, je ne sais pas, un soldat. Et donc, elle nous a décrit cette expérience comme justement une expérience féministe où elle a vu les préjugés tomber, où elle a vu que les femmes se gagnaient du respect et finalement le respect qui leur est dû, puisque c'est pas que
les femmes n'ont jamais combattu, bien sûr, ils ont combattu dans l'histoire, mais ça crée un phénomène qu'on appelle le bataillon invisible. L'effort des femmes dans la guerre, dans le conflit armé, était toujours effacé dans l'histoire. Ça ne correspondait pas à certaines images d'un héros qui est toujours masculin, etc., qui est protecteur de sa famille, des femmes, des enfants. Et alors, la journée des héros et des héroïnes dont Anna parle, en octobre cette année, le président Zelensky a décidé justement qu'on prononce les deux noms héros et héroïnes pour justement célébrer leurs efforts communs. Et j'ai envie aussi d'ajouter que Oksana Zabushko a parlé aussi de ce fait que ça change toute la mentalité. Elle a même dit que des remarques sexistes dans la rue, c'était admissible et que maintenant, c'est plus admissible puisque la mentalité change d'une manière révolutionnaire, d'une manière très vite. Et il faut se dire aussi que la guerre, c'est toujours une menace, on dit, pour toutes les valeurs qui sont très proches de la vision démocratique, libérale de la société. Mais cette guerre-là, avec l'effort qu'on voit des femmes dans l'armée, des politiciennes, des observatrices, des journalistes qui parlent de ce qui se passe sur le front, c'est la guerre où on voit la perspective féministe incarnée en même temps qu'on décrit le conflit. Et ça, c'est quelque chose d'important, de nuancer bien tous les préjugés qui sont finalement, qui nous accompagnent si on parle de toute cette question-là. Et je pense que pour nous, l'essentiel dans ce qu'on a fait, dans le débat qu'on a organisé au Parlement européen, l'Ukraine féministe, et notre congrès qu'on a organisé au Centre Pompidou ici à Bruxelles, l'Ukraine féministe, la sororité géopolitique, nouvelle sororité géopolitique, c'est ça, c'est pour montrer que cet effort des femmes doit être récompensé dans le sens où l'Ukraine, après la guerre, doit prendre en compte cet effort et donc les femmes doivent juger un rôle important dans la négociation des processus de paix, des processus de rétablissement de l'Ukraine après la guerre. Et c'est très important de comprendre ça comme ça. Je pense qu'Olena Apchel aussi a dit quelque chose de très fort qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elle a dit qu'au début de la guerre, elle a lu les textes, et maintenant elle habite à Berlin, elle envisage de s'engager, elle aide beaucoup à toutes ses amies qui combattent dans l'armée, mais pour l'instant, elle fait un festival avec un collectif de femmes metteuses en scène à Berlin. Et elle a dit au début de la guerre, elle a lu beaucoup de textes féministes pacifistes qui lui ont fait mal au cœur. Elle m'a dit, ce féministe pacifique rose ne prend pas en compte l'image, par exemple, des violences sexuelles, l'image des grands-mères qui sont violées aux yeux des enfants pour humilier l'état d'esprit de la nation, et que ça se passe en Europe. On a déjà eu cette expérience dans les Balkans, on connaît ça de l'histoire, mais c'était toujours un petit peu effacé, on mettait ça un peu à l'ombre. Et là, c'est vraiment un moment où on peut voir l'Ukraine féministe, mais on peut voir une chance aussi de repenser la participation, l'importance de la pensée féminisme dans la construction de nouvelle Europe, de l'Europe après la guerre. Oui, c'est vrai que c'est une des choses qui m'a marqué, moi qui ai assisté à ce congrès, c'est qu'on a vu, je voyais des femmes ukrainiennes patriotes, des femmes qui ne voulaient pas la paix pour la paix, mais qui voulaient vraiment une paix qui permettrait au peuple ukrainien d'être autonome et aux femmes en particulier d'être vraiment libres. On citait tout à l'heure Alissa Kovalenko, elle disait, oui, si on ne se bat pas aujourd'hui, on ne pourra plus jamais écrire de livres et réaliser nos films, enfin défendre nos libertés. Donc c'est vraiment une des choses qui m'a marquée. Et elle, par exemple, aujourd'hui, elle continue, elle est engagée dans la guerre, mais elle filme aussi. Elle filme notamment des traces pour avoir des traces de violences sexuelles. Anna Kiena, on sait que les violences sexuelles, elles existent aujourd'hui, qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis en Ukraine, et notamment des viols sur des femmes. Comment ça se passe, vous qui êtes polonaise, comment ça se passe aujourd'hui pour ces femmes qui sont violées, qui souhaiteraient par exemple avorter? Est-ce qu'elles peuvent avoir accès à l'avortement en Pologne ou pas du tout? En Pologne, la situation est difficile, on en a parlé
plusieurs fois depuis 2016. Ben oui, l'avortement est quasiment interdit. Oui, mais aujourd'hui, c'est quasiment interdit. Pendant qu'en Ukraine, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça devait être une surprise de réaliser que ça ne va pas être tellement rose en Pologne, comme la Pologne a accepté tant de réfugiés. Mais par contre, le niveau de liberté de disposer de son corps en Pologne, ce n'est pas la même chose en Pologne et en Ukraine. On a eu les membres de Aborcyjny Dream Team. Ce sont des filles qui s'engagent aux avortements des Polonaises grâce à l'aide financière, au soutien financier financé par l'extérieur. Et moi, pour être honnête, je n'ai pas parlé avec elle de ce problème-là. Je sais qu'elles-mêmes, malheureusement, elles ont beaucoup de problèmes en Pologne à ce moment-là. Mais quand elles sont venues nous voir au mois de juin, j'ai eu quelques échanges de mails. Elles disaient que c'était aussi le cas. Comme dans les cas des Polonaises, ce sont des pilules envoyées par des autres Pays-Bas. Mais par contre, il fallait créer tous les réseaux en langue ukrainienne. Et comme ça demande toujours beaucoup plus d'efforts que dans un pays libre. Mais oui, j'ai peut-être envie de réagir sur la question des violences sexuelles parce que vous avez parlé lors de ce congrès des violences sexuelles commises en Ukraine, mais aussi même plus largement. Et donc, on en parlait tout à l'heure de la question de la sororité. Est-ce que le fait que vous, en tant que Polonaise, vous parliez de ce qui se passe en Ukraine, mais aussi des violences sexuelles commises au Congo, par exemple, ça fait partie de cette sororité, du fait qu'il faut défendre des valeurs féministes universelles? Oui, j'ai envie de commenter votre question, on va dire, par deux démarches. La première, c'est j'aimerais aussi commenter la question de l'avortement. C'est qu'on comprend bien que la Pologne, durant la transition, a perdu le droit des femmes. Et donc, le coût de la transition, c'était justement la leçon douloureuse de ne pas avoir une politique féministe assez forte, conscience féministe assez forte au début de grands changements historiques. Et après, on perd tout, puisque la clandestinité en Pologne, le mouvement Solidarność, a été vraiment créé principalement par des femmes. C'est pour ça qu'on était très sensible à soutenir le féminisme ukrainien aujourd'hui et que le fruit de notre douloureuse leçon nous touche toujours encore. Il y a des femmes qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'avortement légal en Pologne et que justement, on a constaté de ce point de vue-là que la politique féministe en Ukraine est beaucoup plus avancée qu'en Pologne aujourd'hui et qu'on a eu le plaisir d'inviter aussi vice-première ministre Olga Stefaniszyna, qui est une femme politique féministe et qui a aussi parlé beaucoup de l'importance de cette politique féministe qui combat aussi la guerre, qui combat le putinisme, qui lui, il est très conservateur et on en a parlé déjà. Et donc ça c'est très important, tandis qu'en Pologne la situation est pitoyable et donc c'est un choc culturel aussi pour les Ukrainiennes qui arrivent et qui ne se rendent pas compte qu'il arrive dans un pays pour eux occidental mais qui est complètement retardé. Donc sororité géopolitique, ça veut dire aussi de voir toute cette contradiction-là, peut-être pour pouvoir les retransplanter. Voilà, après, dans toute la région. Je pense que pour comprendre bien le rôle du politique féministe dans cette guerre-là, ça peut être un acteur important dans cette partie de l'Europe pour le futur. Oui, ça peut être important aussi pour la Pologne elle-même, ça peut avoir une influence positive. Exactement. Anna, et la deuxième chose, c'est que on a toujours pensé, qu'on a discuté de nos débats qu'on doit avoir, qu'il faut toujours regarder le contexte plus large. Les violences sexuelles, on les voit directement ce qui se passe avec cette perspective féministe en Ukraine aujourd'hui, mais on a eu aussi dans l'histoire de législation, par exemple, qui concerne la violence sexuelle, notamment, il faut observer que les législations progressent, la violence des femmes progresse aussi contre les femmes. Donc ça, c'est aussi quelque chose à retenir dans la tête et il faut bien comprendre que les violences sexuelles
dans la guerre, c'est juste accélération de la culture du viol qui est malheureusement aussi, qui fait partie de notre quotidien. Mais nous, on a pris précisément les exemples de Congo, de Bangladesh, des Balkans, pour parler justement de plusieurs moments où on pourrait avancer certaines questions et de voir où on est aujourd'hui. Et ça, c'était aussi un grand postulat pour les institutions européennes, pour l'Europe aujourd'hui, de quand même garder en tête qu'il faut punir les crimes sexuels, mais qu'il faut mettre au centre les victimes, les survivantes, les héroïnes, on va dire, des violences sexuelles. Il faut changer aussi le statut de pensée des victimes. Oui. Anna Kina, oui. Moi, je voulais encore terminer en ajoutant que cette sororité, il faut la comprendre justement dans le contexte multinational et réciproque que nous, on essaye d'aider aujourd'hui, de mettre en valeur les femmes ukrainiennes, de parler avec elles, de les laisser leur parole, de leur créer un espace libre pour échanger des idées, mais que nous, en tant que Polonaises, et surtout les Polonaises résidentes en Pologne, elles peuvent apprendre de ces femmes courageuses aussi, comment survivre et surtout comment se battre pour ces droits. Mais merci beaucoup vraiment donc, à toutes les deux. Donc, je rappelle Agata Raskevich, donc vous êtes présidente de l'association Elles sans frontières et Anna Kena, membre active de cette association. Et on peut retrouver pas mal d'infos sur le congrès des femmes polonaises si vous cherchez sur Facebook notamment. Il y a cette page où vous relatez notamment ce qui s'est passé sur le site internet congrès donc l'Ukraine féministe. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.